tout cas, le problème posé, il concerne tout le monde, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, ceux qui le sont, et effectivement, tout le temps, depuis toujours, comment on va arranger les choses, allongement de l'âge de la retraite, cotisation, etc. On se bat dans ce labyrinthe. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Et justement, on voudrait peut-être essayer avec vous de voir un peu plus clair dans ce labyrinthe ou dans cette forêt vierge. Alors, François Bayrou, je rappelle, en février, a donné jusqu'à fin mai aux syndicats, donc à vous et autres, et au patronat pour tenter d'améliorer la très impopulaire réforme des retraites de 2023, tout en rétablissant un retour à l'équilibre financier du système pour 2030. 2030, c'est dans 5 ans, même moins, on va voir. Alors donc, on rappelle la négociation de la avec la réforme de l'ex-première ministre Elisabeth Borne à l'époque, qui a été adoptée sans vote du Parlement par l'article 49.3. Voilà, elle est entrée en vigueur en septembre 2023. Je rappelle que cette réforme décale progressivement l'âge légal de la retraite du départ, de 62 à 64 ans, modifiant aussi le nombre de trimestres à cotiser, on va en parler. Et donc, François Bayrou, il dit, bon, mais on va voir, alors peut-être référendum, mais non, peut-être pas le référendum, enfin, on en discute, etc. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on fasse un état des lieux, Cyril Chabagnier. Au fond, aujourd'hui, il m'avait dit, avant de prendre l'antenne, qu'il y a combien de systèmes de retraite dans ce cher et doux pays, la France ? Ah, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en fait, il y a 42 régimes de retraite différents dans notre pays. 42 régimes, c'est évidemment beaucoup. Je dirais presque que statistiquement, ça fait que ça peut pas être un système juste, un système égalitaire, avec 42 régimes, donc qui ont une explication évidemment, qui ont au cours de l'histoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir ça. Je crois que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nos concitoyens et nos auditeurs ne comprennent plus, voilà, qu'il y a des tensions parfois entre les uns et les autres, entre certains métiers. Pourquoi moi je dois cotiser tant d'années? Pourquoi un autre doit cotiser moins? Pourquoi mon calcul de la retraite est fait sur 25 ans, sur 6 mois? Enfin, voilà. Tout est différent. Parce qu'on le sait aujourd'hui que, par exemple, pour parler, on sait que le privé, grosso modo, je schématise, c'est sur 25 ans. C'est les 25 meilleures années. Les 25 meilleures années, voilà, très exactement. En revanche, la fonction publique, évidemment, on a parlé des primes, mais c'est sur les 6 derniers mois, c'est bien ça? La fonction publique, oui, le calcul est fait sur les 6 derniers mois. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Sauf que 6 mois, 25 ans, pardon, c'est énorme. Non, ça. Mais 6 mois et 25 ans, c'est évidemment que la différence, elle est énorme. Après, il faut savoir que dans la fonction publique, il y a des cas qui sont qui sont très différents, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont payées sous forme de primes, et dans les primes, il n'y a pas de cotisation, et donc ne rentrent pas dans le calcul de la retraite. Oui, je parlais récemment avec certains secteurs de la fonction publique qui ont près de 30 à 40% de leur salaire. Comme par exemple comme les pompiers, par exemple, certains pompiers qui ont parfois 40% de leur salaire sous forme de prime. Quand vous arrivez à la retraite, et que la retraite, évidemment, c'est une baisse de votre revenu, et quand on calcule votre salaire que sur 60%, parce que vous avez 40% de primes sur lesquelles le calcul n'est pas effectué car pas de cotisation, la chute, elle est vertigineuse. Donc c'est pour ça que c'est parfois très compliqué, y compris d'ailleurs au sein même de la fonction publique. C'est pas toujours très juste entre celui qui a un salaire dans lequel il n'y a pas de prime, c'est que du fixe, et dans lequel la totalité est cotisée, et dans lequel on prend les 6 derniers mois, et puis une autre personne dans lequel il va y avoir beaucoup de primes dans le salaire, et sur lesquelles on va peut-être calculer la pension de retraite que sur 60 ou 70% du revenu. Mais la majorité, donc tout est injuste. Vous avez raison, mais je crois que la grosse majorité du secteur public est quand même sur le salaire global, enfin. Sur un salaire fixe, oui, c'est encore la majorité, mais les primes se développent de plus en plus. Alors c'est encore assez rare les endroits où les primes atteignent 40% du revenu, mais par contre l'instauration de primes non cotisées, et donc qui ne rentrent pas en compte pour la retraite,
arrive quasiment dans tous les secteurs de la fonction publique. Après, c'est simplement le degré, voilà, combien on représente ces primes sur lequel il y a une grosse différence. Mais ça montre bien que c'est fortement problématique. Et même dans le privé, par exemple, pour valider un trimestre, il faut avoir travaillé plus de 175 heures. Donc parfois, dans certaines difficultés, vous avez des personnes au chômage ou des personnes qui vont trouver un travail sur 15 jours ou sur 100 heures, qui vont travailler, qui vont cotiser, mais comme ils n'ont pas suffisamment travaillé, le nombre d'heures n'est pas suffisant dans le trimestre compte pour 0. En fait, vous n'avez rien validé, alors que vous avez payé. Alors que vous avez payé, parce qu'il faut atteindre un minima. Et c'est pour ça qu'à la CFTC, dans le départ, alors on n'est pas sur cette négociation-là, mais on a toujours été favorable à un système universel, parce qu'un système universel, c'est un système unique, c'est un système qui est pour tout le monde pareil, c'est quand même beaucoup plus juste. Et plus simple, au bon sens du terme. Alors, plus simple une fois qu'il est mis en place. Pour le mettre en place, c'est très compliqué dans les négociations. Mais surtout, ce qui allait avec ce système universel, c'est le fait que chaque euro cotisé rapporte des points. Et donc, il n'y a plus le problème de je suis payé par FIC, je suis payé par des primes cotisées ou pas cotisées. Enfin, vous voyez, j'ai pas travaillé assez, un nombre d'heures suffisant dans le trimestre pour que mon trimestre soit validé. Toutes ces questions-là, elles sont supprimées. À partir du moment où j'ai travaillé dès la première heure de travail, j'ai une cotisation, donc je valide un nombre de points. Et à la fin, je suis payé. Ça paraît de frapper au coin du bon sens. Et à la fin, j'ai ma pension qui est versée en fonction du nombre de points que j'ai acquis sur ma cotisation. C'est un peu de simplicité dans ce pays, il ne ferait pas de mal. Mais simplement, à chaque fois qu'on veut faire plus simple dans ce pays, généralement, on fait plus compliqué. Donc c'est ça qui est oui, parce qu'on n'aime pas. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais vous savez, nous, on est très inquiets au niveau des syndicats, parce que dès qu'on nous invite à une négociation en nous disant le but, c'est de simplifier, généralement, quand on ressort, ça a plutôt complexifié. C'est plutôt le contraire. Donc, alors justement, parmi les options qui reviennent tout le temps sur le tapis, la première option, c'était alors allonger l'âge de la retraite. Ça revient, c'est le serpent de mer. D'ailleurs, il est quelquefois acté, enfin très timidement ou pas acté. Et il y a aussi effectivement la hausse des cotisations. Et on va parler la troisième, quand même, autre serpent de mer, la retraite par capitalisation. On est sur un régime de répartition en France, tout le monde le sait. Mais pourquoi pas la capitalisation? D'ailleurs, ça existe pour certains types de fonctionnaires, etc. Je voudrais savoir, vous, à la CFTC, Thierry Chavagnier, d'abord, hausse des cotisations. Aujourd'hui, c'est intéressant ou pas, je veux dire, pour le collectif? Oui, c'est intéressant pour la simple chose que l'allongement de l'âge légal, quand on est passé de 62 à 64, et on voit dans les rapports de la Cour des comptes, puisque le Premier ministre a missionné la Cour des comptes pour avoir un rapport objectif, l'allongement de la durée légale montre une chose, c'est que c'est une mesure très efficace financièrement à court terme. Évidemment, vous décalez de 2 ans, ça a un impact tout de suite, bien sûr. Mais ça a très peu d'impact financier à moyen et long terme. Et d'ailleurs, nous voyons dès aujourd'hui, malgré la réforme Borne et malgré le fait que cette réforme s'applique dans la totalité, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'accord, on n'a pas avancé, donc c'est la réforme Borne qui continue à s'appliquer, malgré cette réforme et malgré les 2 ans de recul, il y aura 6,5 milliards de déficit du régime en 2030. Donc ça a rentré de l'argent tout de suite, les 2-3 premières années, ça en rentre de moins en moins par la suite et ça en rentre plus au bout d'un certain temps. Donc c'est pas la solution miracle, contrairement, ou alors c'est une solution miracle à très court terme. Mais souvent les politiques ont une vision à très court terme. Oui, c'est tout le problème. C'est d'ailleurs souvent le problème. Les cotisations, c'est une autre forme. Nous on sait aujourd'hui qu'en augmentant de quelques euros par mois la cotisation retraite, et on voit que toutes les études d'ailleurs montrent que les Français préfèrent payer quelques euros de plus par mois, malgré toute la difficulté du pouvoir d'achat, malgré ça, plutôt que de travailler 2-3 ans de plus. Voilà. Ouais. Si simplement on augmentait les cotisations retraite, 6 euros côté employeur par mois, 6 euros côté salarié. Mais quand je dis 6 euros côté salarié, c'est une moyenne. Les petits salaires, ça serait 1-2 euros. Les très gros salaires pour aller à 10, 15, 20 euros par mois. Oui, en fonction du salaire. En fonction du salaire. C'est à peu près 5-6 millions d'euros, 5-6 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Vous voyez, donc c'est très efficace. Pourquoi, lorsqu'on a négocié dans la réforme Borne, enfin, négocier, c'est un grand mot, pourquoi
il a été décidé, on a négocié beaucoup de choses, il y a une chose qu'on n'a pas négociée, c'est la mesure de financement. C'est-à-dire, dès le départ, il a été décidé que ce qui financerait, ça serait un report de l'âge légal. Il y a d'autres moyens, il y a l'allongement de la cotisation. Ah oui, on a prévu que le report de l'âge légal. C'était le choix du gouvernement en disant on veut bien parler avec vous pénibilité, carrière longue, etc. Mais sur le financement, le choix est fait de reporter l'âge légal de 62 à 64. Il y a d'autres possibilités. Donc nous, on dit qu'il va falloir... Il y a un effort à faire. On est à la CFTC, on a conscience que le régime est déficitaire et évidemment qu'on veut bien gérer et qu'on veut trouver des solutions pour que ce soit équilibré. Tout régime a vocation à être équilibré. Mais il faut trouver des solutions internes au régime. Donc c'est soit le recul de l'âge, on y est opposé, on préfère jouer sur le montant de la cotisation, on peut allonger aussi le nombre de trimestres. Mais le montant de la cotisation n'a pas été retenu, en tout cas comme objet de discussion. Non, ça n'a pas été retenu, puisque au niveau patronal, on nous dit c'est encore on va alourdir le coût du travail. Moi, ça me fait un petit peu sourire, parce que je vous prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Oui. On prend souvent des petites PME. Une petite PME de 80 salariés, en moyenne, ils ont une masse salariale aux alentours de 6,5-7 millions d'euros. C'est à peu près ça. Si vous augmentez de 6 euros par mois la cotisation retraite, ça représente à peu près pour une entreprise 7 000 euros à l'année. Moi, venir me dire qu'une entreprise, et je prends une PME, 80 salariés, venir me dire qu'une PME qui a 7 millions de masse salariale va mourir ou va pas mourir pour 7 000 euros, je crois que c'est pas un argument. Donc je pense qu'il peut y avoir un petit effort côté patronal. Nous, à la CFTC, on est prêt à faire, et c'est une concession, à faire un petit effort côté salarial, avec une légère augmentation aussi. Chacun porte son écho et sa dîme. Chacun porte. Et puis, il faut que tout le monde participe à cet effort. Et en premier lieu, l'État. L'État qui doit aussi faire attention à ses dépenses, l'argent public qui est dépensé, sur lequel on pourrait beaucoup parler. Enfin, moi, je prends souvent cet exemple-là. Et d'ailleurs, la ministre a dit qu'elle allait travailler sur le sujet. Amélie de Montchalin, vous l'avez entendu. Plus de 800 agences d'État. Je pense que nos auditeurs, hormis Météo France, enfin certaines agences, ne doivent pas être capables d'en citer plus de 5 ou 6. Et nous qui sommes plutôt bien informés, je crois que je ne dois pas être capable d'en citer plus de 30. Voilà. Donc ça, il y a quand même des économies à faire sur ça. Et puis je rappelle aussi qu'il y a 200 milliards d'aides données aux entreprises sur lesquelles on demande un audit. Moi, je ne suis pas du tout contre les aides aux entreprises. Je veux simplement qu'elles soient efficaces. Donc, celles qui sont efficaces, on les garde. Celles qui ne sont pas efficaces, on les supprime. Et n'oubliez pas aussi un certain nombre d'ONG, d'organisations non gouvernementales que le gouvernement subventionne avec ferveur. Et ça s'appelle non gouvernemental. Non, mais vous avez raison. Sur lequel il faudrait voir Moi, ce qui est important, c'est pas si on finance ou pas, c'est l'efficacité de la finance publique. On est bien d'accord. Je veux que chaque euro qui soit dépensé soit efficace. Bien sûr, mais auparavant, il faudrait faire, comme on fait aux États-Unis, un audit des dépenses publiques. En France, c'est le secret le plus gardé. Ça fait 2 ans que je le demande à peu près tous les mois, si c'est pas toutes les semaines. À mon avis, vous allez encore le demander pendant quelques temps. Vous me rassurez pas. Avant, non, hélas. On va continuer à parler de tout cela avec Cyril Chabagnier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Après cette petite pause, il faut vraiment crever l'abcès de cette réforme des retraites. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le seul à être dans tous mes états, avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC, on parle de cette réforme de retraite. C'est pas un serpent de mer. On essaie d'avancer. On dit 6 mois de plus, cotisation et tout. Mais justement, et peut-être on pourrait parler de l'emploi des seniors, qui en France, je crois, bat de l'aile par rapport aux autres pays européens, Cyril Chabagnier, et de l'emploi des femmes. Oui, il y a 2 gros sujets aussi dans cette négociation sur les retraites. C'est l'emploi des seniors. Alors tout le monde vient nous dire, y compris les entreprises, qu'un senior, c'est une richesse, c'est l'expérience, c'est la culture de l'entreprise, c'est l'âme, c'est tout ce que vous voulez, mais sauf qu'on s'en débarrasse énormément. Nous avons un taux d'emploi des seniors qui est à peu près de 10 points inférieur à nos voisins européens. À la moyenne des pays européens, c'est ça, pratiquement. Des principaux comme l'Allemagne, comme d'autres pays, comme la Belgique, etc. C'est à peu près 10 points inférieur. On sait que si simplement on était... C'est-à-dire que nous, on est à peu près à 48-50% qui ne travaillent pas, quand ailleurs, on est à peu près à 35-38%. Si on avait un taux d'emploi des seniors simplement équivalent à nos voisins européens, c'est entre 6 et 8 milliards qui rentrent dans les caisses. Donc ça doit être une priorité. Et la deuxième chose, c'est l'égalité salariale. Il y a encore beaucoup à faire sur l'égalité salariale homme-femme. On sait que si dans notre pays on avait une égalité salariale parfaite,
c'est à peu près une dizaine de milliards qui rentrent dans les caisses sous forme de cotisation, parce que ça veut dire des salaires plus importants pour les femmes, donc de la rentrée d'argent, du pouvoir d'achat et de la cotisation. Donc on voit que simplement sur ces deux sujets-là, si on était 1 dans la moyenne européenne sur les seniors et 2 sur une égalité parfaite, on n'aurait plus de problème de financement des retraites. Maintenant, la question, c'est qu'on ne claque pas des doigts pour régler ça. Il faut y travailler. Oui, mais Cyril Chabannier, je vous rappellerai quand même par rapport aux cotisations des entreprises. Je ne parle pas en tant que chef d'entreprise. Excusez-moi, déjà, il y a un problème. C'est que les cotisations sociales des entreprises sur le coût de la main-d'œuvre sont en France de 26,6%. L'Allemagne, c'est 16,7%. Le Royaume-Uni, 10,1%. Les États-Unis, 7,5%. Il faut quand même pas oublier ça. Ça va vous surprendre, mais je veux dire que c'est totalement vrai. C'est les entreprises françaises sont les entreprises les plus taxées. Vous voyez, j'ai l'honnêteté de le dire. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est que c'est à la fois on est le pays qui taxons le plus les entreprises, mais on est aussi le pays sur lequel on fait le plus d'exonération et d'aide publique aux entreprises. Donc il faut regarder un petit peu les deux côtés. Les deux côtés. Mais ce qui est d'ailleurs une aberration, je veux dire, c'est pourquoi taxer autant pour après devoir aider autant de l'autre côté. Là encore, voilà. Tout à l'heure, j'en parlais. C'est près de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises. 200 milliards. Il n'y a pas un seul pays qui fait ça. C'est énorme. Les exonérations pour les salariés qui sont autour du SMIC, aujourd'hui, les exonérations sont quasiment totales. Il n'y a quasiment plus de cotisations. D'ailleurs, on voulait inverser et dire que l'entreprise, on l'aidait plutôt quand elle augmentait les salaires plutôt que quand elle embauchait au SMIC. Donc voilà, donc ils sont très taxés, très aidés. Là aussi, on pourrait... Encore une aberration. On pourrait simplifier les choses. Maintenant, pour aller dans votre sens, c'est vrai qu'en 2023, on a calculé 58,4% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi en France, contre 63,9% dans l'Union européenne. C'est là où on voit effectivement le décalage. Une personne sur 2 en France qui arrive à la retraite, au moment où il arrive à la retraite, n'est plus en emploi. 50%, c'est chômage. Oui, 50% des Français qui arrivent à la retraite, étaient déjà plus en emploi. C'est-à-dire c'est incapacité, invalidité, chômage. Voilà. Donc, alors donc c'est là le vrai sujet aussi. Oui, alors ça c'est un vrai sujet, et reste le sujet, le serpent de mer dont on parle de temps en temps, et quand le monstre du Loch Ness, c'est la capitalisation. Pourquoi ne parlons-on pas à côté, je ne dis pas pour la remplacer bien sûr, la retraite par répartition, pourquoi on ne parle pas de la retraite par capitalisation? Et pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'en parle, puisque j'ai été, je crois peut-être le seul, en tout cas le premier, mais peut-être le seul des représentants des organisations syndicales à être d'accord avec ce sujet-là. Alors évidemment, je précise tout de suite, c'est pas un système par capitalisation pour remplacer le système par répartition. On est très attaché, mais de créer un étage supplémentaire. Premièrement, ça existe déjà. Il y a une partie de capitalisation de la fonction publique, c'est quand même assez rigolo. Oui, on n'en parle jamais. Ça existe. Bon, deuxième. C'est important. Ça concerne un pourcentage. Alors ça ne représente pas beaucoup en termes de montant d'argent pour la retraite, mais ça concerne beaucoup de fonctionnaires. D'accord. Et dans le privé, ça existe aussi indirectement, mais ça existe que dans les grosses entreprises et pour des salariés qui sont déjà plutôt avantagés entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez les PERCO, les plans interentreprises, etc. C'est quoi ces plans interentreprises? C'est bien une forme de capitalisation. Et les partenaires sociaux ont signé l'année dernière un accord sur le partage de la valeur. Voilà. Et dans lequel on disait qu'on voulait développer l'intéressement et la participation dans beaucoup d'entreprises, y compris dans les PME, qu'on a signé avec le patronat. Il faut être logique. Si on veut développer pour nos concitoyens, les salariés qui nous écoutent, si on veut développer la participation et l'intéressement pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est une forme de capitalisation. On ne peut pas derrière être totalement fermé à la capitalisation. Donc nous, le système de base, c'est le système par répartition. On y est très attaché. On a beaucoup parlé ensemble des solutions pour le mettre à l'équilibre. Mais pour améliorer la pension des retraites, il faut créer un étage supplémentaire de capitalisation qui va servir, y compris aux salariés les plus modestes. Parce qu'aujourd'hui, les seuls salariés en France qui bénéficient d'une forme de capitalisation supplémentaire,
sont ceux des grosses entreprises ou ceux qui ont des salaires importants. Que les gros salaires lèvent le doigt. Voilà. Et en fait, on croit toujours que c'est un serpent de mer et que c'est une aberration. Le mettre de manière obligatoire à tout le monde permettrait à des personnes autour du SMIC de pouvoir bénéficier du partage de la valeur, de bénéficier d'un intéressement, d'une participation, d'une forme de capitalisation dans lequel aujourd'hui ils sont exclus. Mais eux sont exclus, ça ne veut pas dire que ce système-là ne bénéficie pas à d'autres. Voilà. Il existe aujourd'hui, sauf que ce sont les plus précaires, les plus petits salaires qui n'en bénéficient jamais. C'est les syndicats. Ça qui est scandaleux. Oui, mais ce qui est scandaleux aussi, c'est que les gens, enfin je veux dire pas seulement syndicats, mais autres les plus progressistes, s'opposent à la capitalisation comme si ça représentait le spectre abhorré du capitalisme. Je crois pas que ce soit les syndicats les plus progressistes qui s'y opposent. Je pense pas. Ah non, mais progressiste, j'entends. D'accord, voilà, mais pas les plus réformistes, en tout cas. Idéologiquement. Voilà, mais pas les réformistes, en tout cas. Et vous avez bien compris que la CFTC n'est pas opposée à regarder ce sujet-là et à y travailler. Je remercie le réformiste que vous êtes, en tout cas. Merci Cyril Chabagnier. Merci beaucoup à vous pour l'invitation.